Bonjour, nous recevons Marc Le Fur, député, conseiller régional des Républicains, vice-président de l'Assemblée nationale. Marc, vous êtes confiné à Quintin, sur vos terres ? Tout à fait, je suis confiné en famille, bien évidemment, à Quintin, comme tout le monde. Mais ces derniers jours, j'ai beaucoup progressé avec les nouveaux appareils, les nouvelles conférences téléphoniques. Et vous avez pu suivre la mission d'information hier ? La dernière fois que j'ai pu aller à Paris, c'était pour présider, il y a de cela maintenant 10 jours, les travaux de la loi d'urgence, précisément, consécutive à ce drame. Et je disais, hier, vous avez suivi la mission d'information parlementaire par Skype ? Tout à fait, tout à fait. Et ce matin, juste avant notre réunion, nous étions en commission des finances, également avec ces moyens modernes, et on examinait un certain nombre de sujets liés à nos entreprises, à l'emploi, à l'activité. Alors la Bretagne est une des régions les moins exposées, on est plutôt en arrière du front, et d'ailleurs on reçoit des blessés, des malades par TGV. Est-ce que c'est une bonne chose à votre sens ? Alors c'est vrai que j'ai l'occasion d'échanger avec des collègues alsaciens, ils sont eux très exposés, avec des décès très conséquents. J'espère qu'on évitera tout cela en Bretagne. En tout état de cause, il faut manifester notre solidarité, bien évidemment, avec les autres régions. Et il faut nous préparer nous-mêmes, c'est essentiel. Donc, ça veut dire... Est-ce que la Bretagne sera la première région déconfinée dès lors qu'elle est moins touchée ? Le Premier ministre nous a annoncé qu'il y aurait un échelonnement du déconfinement. Par qui commencer, je ne sais pas. Je ne sais pas dire. Alors, la gestion de cette crise sanitaire, malgré les gros yeux que fait le président, elle révèle... des défaillances, des ruptures en termes de stock, de multiples pénuries, tests, masques, médicaments. Est-ce qu'il y a une faute grave d'anticipation à vos yeux ? La pénurie, elle est considérable. Les personnes qui travaillent auprès des personnes âgées n'ont pas de masques, n'ont pas de protection. Les EHPAD manquent encore de masques. Les foyers de vie, les maisons de retraite, etc. également, les résidences d'autonomie, comme on dit maintenant, manquent de masques. Les pharmaciens, pour eux-mêmes, je viens de l'apprendre, manquent également de masques. On a un vrai souci, une vraie difficulté. Ne nous le cachons pas, c'est une vraie défaillance. On a complètement baissé la garde sur ces questions, alors qu'en 2012, nous avions 1,4 milliard de masques. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Roselyne Bachelot avait été critiquée pour en avoir trop commandé. Très injustement critiquée, on s'en rend compte maintenant. Elle avait au contraire su anticiper. Mais à partir de 2012, on a complètement baissé la garde et c'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'il faut rattraper le retard et ça met du temps puisque, hélas, tout ça est fabriqué maintenant loin de chez nous, en Chine, et nous sommes dépendants, paradoxalement, du pays qui a été le premier confronté à ce drame. Est-ce que ça va engendrer des leçons sur la mondialisation, sur la relocalisation de certaines activités ? C'est très clair, le temps de la mondialisation est derrière nous, il faut maintenant revenir à des choses plus raisonnables. C'est des débats qu'on avait d'ailleurs anticipés. Rappelez-vous le débat sur le CETA, l'accord avec le Canada. Moi, j'étais très opposé à cela. Il fallait garder notre autonomie agroalimentaire. Certains voulaient aller très loin dans la mondialisation. C'était déjà à l'époque une erreur. Maintenant, j'imagine que tout le monde en convient, c'est une erreur totale. Alors, dire que la mondialisation est terminée, c'est peut-être un peu excessif, mais on peut penser tout de même qu'un certain nombre de correctifs vont être mis. En même temps, les États sont très endettés. La politique industrielle a été négligée pendant trop longtemps. Ça sera compliqué pour l'État de faire face à cette impuissance actuelle. Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut saluer aussi toute notre filière agroalimentaire. Elle a le mérite d'exister, elle a le mérite de se battre. Pour le moment, elle tient. Et je tiens à saluer tous ceux qui travaillent dans les champs, dans les usines, qui tiennent, tous ceux également qui assurent la distribution. Aujourd'hui, la caissière de supermarché, elle fait un travail tout à fait plus que respectable. Elle prend des risques pour elle-même pour assurer notre approvisionnement alimentaire. Et tout ce monde doit être salué. Il faut, à l'évidence, renforcer la politique agricole commune, revenir à des fondamentaux très simples, produire au plus près, assurer une garantie. C'est la vieille sagesse populaire, si vous voulez. Il faut que les greniers soient pleins, il faut anticiper des crises. Et nous étions dans un monde qui avait, lui, valorisé au contraire le zéro stock, qui valorisait les start-up et toutes ces choses.
alors que maintenant, il faut savoir dire que nous avons besoin d'une industrie nationale comme d'une agriculture nationale. Il y a eu beaucoup d'incohérences dans la gestion de cette crise, en tout cas au début, notamment le maintien du premier tour des municipales. Vous avez, votre parti, ainsi que le président du Sénat, Gérard Larcher, fait pression sur le chef de l'État pour que ce premier tour ait lieu. Vous le regrettez aujourd'hui ? On fait une très mauvaise querelle à Gérard Larcher. La décision a été prise par le président de la République, par le Premier ministre, alors même qu'eux disposaient d'informations sanitaires dont ne disposaient pas les autres, et en particulier ceux qui ne sont pas au pouvoir aujourd'hui. Donc la décision, elle est clairement le fait de l'exécutif. Le chef de l'État a évoqué un report des élections du deuxième tour des municipales au-delà du 21 juin, mais ça obligerait du coup à décaler les élections sénatoriales ? Alors c'est plus qu'évoqué, puisque c'est dans la loi. À la mi-mai, en fonction de l'état sanitaire, on décidera si oui ou non le deuxième tour peut avoir lieu en juin. S'il ne peut pas avoir lieu en juin, pour les communes pour lesquelles l'élection n'est pas terminée, à ce moment-là, on procédera à un premier et un deuxième tour. Le Conseil régional a mobilisé 100 millions d'euros pour cette crise. Est-ce que c'est trop peu? Est-ce que le Conseil régional a les moyens d'apporter sa contribution, alors que c'est quand même l'État qui est en première ligne? L'État en première ligne, bien évidemment, mais la région doit être présente et nous adhérons à ces décisions. Il faut absolument être auprès de nos entreprises, multiplier les systèmes d'aide. Le sujet, c'est que nous allons être confrontés à une crise de type 1929. Donc il faut être très présent, mobiliser tout le monde, y compris la région, bien évidemment. Le débat que vous avez demandé sur l'Agence régionale de santé, vous avez demandé finalement une audition de son directeur, Stéphane Muliez, semble contesté par certains membres de La République En Marche, comme Pierre Karleskind, qui y voit une instrumentalisation politicienne. Nous nous réunissons le 9 avril. Le 9 avril, nous allons confirmer les décisions qui ont déjà été prises par la commission permanente. Mais nous devons surtout faire un état, pour les Bretons, de la situation sanitaire et de la situation économique. Et pour la situation sanitaire, il m'apparaît indispensable en cette période de convoquer et d'écouter, et éventuellement de questionner, le directeur de l'ARS, c'est-à-dire le responsable de la santé. Les élus régionaux doivent s'intéresser à ce qui intéresse les Bretons. Aujourd'hui, ce qui intéresse les Bretons, c'est la situation sanitaire. Donc je n'imagine pas une réunion de notre part sans que nous évoquions ces questions. Et si nous les évoquons, nous devons les évoquer avec celui qui pilote cet exercice, très compliqué, on le sait bien, mais qui est le directeur de l'Agence régionale de santé. Peut-on critiquer aujourd'hui l'action de l'État sans affaiblir l'unité nationale ? À l'Assemblée, à la conférence des présidents de l'Assemblée à laquelle j'appartiens, nous souhaitons manifester notre sens de l'unité. Tout ce qui va permettre de conjuguer nos efforts est une bonne chose. Il n'empêche qu'on a le droit de se questionner, il n'empêche qu'on a le droit de s'interroger, il n'empêche qu'on a le droit d'exiger un certain nombre de choses de l'État. Et ça peut être utile. Ça peut être utile, c'est même indispensable. Et il faut que, que la région soit très attentive aussi à la réponse de l'État dans le domaine de l'urgence sanitaire. Est-ce que vous sentez chez le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, la volonté, après que la mission d'information se sera réunie tous les mercredis pour faire le point, de créer une véritable commission d'enquête parlementaire avec tous les moyens d'investigation dédiés normalement à ce type de pratique? Il y a deux temps. Il y a le moment présent, et sans doute jusqu'à l'été, où on doit, dans le cadre de la mission parlementaire, conjuguer nos efforts, poser des questions, etc. Et puis il y aura le temps, effectivement, de la commission d'enquête. D'ailleurs, elle est admise dans son principe. Il faut que nous nous interrogions rétrospectivement sur ce qui s'est passé. On a entendu des propos, en particulier de Mme Buzyn, qui sont très inquiétants, non seulement sur l'impréparation, mais même sur inquiétant, voire scandaleux. La négligence, pour ne pas dire plus. Donc le propre de l'activité parlementaire, le Sénat le fera, il faut que l'Assemblée le fasse, et je souhaite que Richard Ferrand ne nous l'interdise pas, c'est d'avoir les moyens de mener une véritable
commission d'enquête qui aille au fond des choses, mais le temps n'est pas encore à la commission d'enquête. D'ailleurs, nous ne demandons pas à intenter, mais à partir de la reprise en septembre, il faudra très clairement Malgré ça, aller au fond des choses, ne serait-ce que pour en tirer des leçons. malgré cela, le pouvoir semble assez inquiet. Il y a des collectifs de médecins qui veulent l'attaquer, qui veulent attaquer l'exécutif devant la Cour de justice. Comment vous expliquez cette ébullition du monde médical? Ce qui est sûr, c'est que notre pays n'était pas préparé, c'est une évidence, n'était pas préparé, n'a pas su anticiper. Nos dirigeants étaient exagérément dans une optique de l'immédiateté, du sondage hebdomadaire. Tout le monde, d'ailleurs, était un peu dans cette optique-là. Maintenant, il faut revenir à des choses beaucoup plus claires, savoir dire que l'histoire peut être tragique, qu'il faut se préparer à ces tragédies, les anticiper, savoir dire également que le long terme doit désormais primer sur l'immédiateté, savoir dire que si nous ne défendons pas nos intérêts dans ce monde, personne ne les défendra pour nous. Donc il faut que nous nous préparions et il n'empêche, nous devons nous concerter bien évidemment avec les autres pays européens, avec nos alliés, mais en tout état de cause, il faut que nous donnions les moyens de protéger nos compatriotes. Le temps semble un peu suspendu, notamment pour les réformes en cours. Que pensez-vous de la réforme de l'assurance chômage? Que pensez-vous de la réforme des retraites? Est-ce qu'elles devront être appliquées? Est-ce que la réforme des retraites, est-ce que son examen devra être poursuivi? Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous voyez la suite et fin du quinquennat? Les choses sont hélas très simples. Quand nous reprendrons nos travaux vraiment à partir de septembre, il nous restera 18 mois. Ces 18 mois doivent être consacrés à la préparation sanitaire de notre pays et surtout à la reprise économique. J'ai voté une crise de l'ampleur de 1929. Monsieur le maire le dit également. Donc tout le reste va être secondaire. Et moi, je n'imagine pas que l'on relance des débats comme celui sur la réforme des retraites qui risque de rediviser les Français, alors qu'il faudra concentrer nos efforts et aller à l'essentiel. D'autant que dans la réforme des retraites, rappelez-vous-en, en fait, aucune des décisions n'avait un effet immédiat. Tout était reporté pour la suite. Donc, moralité, l'énergie de notre pays, son unité, devra être concentrée sur l'activité économique afin d'éviter une immense augmentation du taux de chômage. Marc Le Fur, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine et lundi prochain en particulier avec un nouvel invité sur TBO et TV Sud. Bonne fin de semaine.